Bonjour à tous et bienvenue dans Techos, l'émission qui raconte l'audiovisuel par ceux qui le font. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Brumeau. Julien, bonjour. Bonjour Abel, merci de m'inviter. C'est très gentil, c'est très cool d'être là. C'est un plaisir. Julien, tu es chef électricien depuis plus de 20 ans. Tu as tourné sur des longs métrages comme Scarlet Blue, Cœur de Rocker, We'll Never Have Paris, des séries comme Babyphone, Super Sex, j'en passe. De très nombreuses publicités, Dior, Lancôme, Burger King, Carrefour, enfin la liste est très très longue. Toute cette expérience, tu la partages dans un livre qui s'appelle Les Racines de la Lumière. Qui est un livre que tu décris comme une aide pour tous les passionnés de lumière, que ce soit des jeunes électros, des plus vieux électros qui veulent une anti-sèche, des directeurs de production, des assistants cam ou juste tout passionné. Donc dans cette interview, on va beaucoup parler de ce livre, mais aussi de ta vision du métier d'électro et de ta volonté d'être un pont entre les générations. Et déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est un chef électro ? Alors un chef électro. Alors une toute petite correction. Donc ça fait j'ai commencé la lumière en 2004 et je suis chef depuis on va dire ça fait 16 ans. Les premières années j'étais électricien pour apprendre et après c'est 20 ans après je suis passé chef, mais effectivement chef. j'ai décidé de faire une carrière de chef et depuis plus de 15 ans, je ne fais que ça et je fais pas de renfort ou autre. Je suis plus du tout électro, on va dire. Et je manipule quand même le matériel, bien évidemment, mais mon poste est celui de chef, donc de gestionnaire de l'équipe lumière. Et alors pour moi, il y a plein de définitions du métier de chef électricien, mais plus ça va, plus pour moi j'ai envie de dire que c'est ce que me demande une production, c'est de la stabilité, de la fiabilité dans la lumière et dans le signal lumineux. Comme pour tout métier, on a besoin que les choses soient pro et carrées, il faut que ça marche tout le temps, bien évidemment, mais il faut surtout que ce soit fluide et adapté au projet en fait. Donc le métier de chef électricien, c'est donc un métier de chef de poste, comme on dit dans le cinéma, de chef de département. Et j'ai plusieurs électriciens avec moi qui m'aident à construire la lumière du film. Et moi, je travaille avec le chef opérateur, qui est le responsable de l'image globale du film, donc des réglages caméra, des réglages lumière, et de tout ce qui concerne la déco et les costumes, le HMC. Et moi, je viens finir d'enrober le travail de l'image avec la lumière, avec mes électros. Et donc, on charge des camions chez les loueurs, on met du matériel dedans, on va en tournage, on installe, on fait les réglages, on tourne, on change de séquence ou de décor, et on recommence. Et à la fin de la journée, on range tout dans le camion. Donc, on dit qu'on est un petit peu quincaillier, déménageur, artiste. Voilà, parce qu'on a beaucoup d'éléments, beaucoup de matériel différent, et puis qu'on porte quand même beaucoup, qu'on fait beaucoup de manutention. Et à la fin, on a quand même cette touche artistique une fois qu'on allume le projecteur et qu'on le règle sur le comédien, la comédienne ou le décor. Et alors, comment toi, t'as découvert ce métier ? Comment t'as découvert la lumière ? Alors la lumière, c'est venu un petit peu par hasard, on va dire. Quand j'étais à l'école, je suis allé à Nantes où j'ai passé 2 ans à Ciné Creatis. Et à la fin, sur les projets de fin d'année, j'ai fait un film où on m'a demandé de faire la lumière, donc j'ai sauté le pas. C'était un plan séquence où on filmait des pieds. C'était un film très intéressant qui s'appelait Casse-pieds à l'époque. Et ça m'a bien plu de faire la lumière sur ce film. En sortant de l'école, j'ai commencé à chercher les premiers stages sur les tournages de longs métrages ou de téléfilms. Je savais pas trop où aller, il y avait la caméra qui m'intéressait aussi, donc j'avais demandé un stage un peu n'importe où, on va dire. Et puis j'ai eu la chance qu'il y ait quelqu'un qui se blesse sur un tournage, une stagiaire justement de Ciné Creatis, donc je suis venu pour la remplacer sur les 3 dernières semaines. J'ai travaillé avec Marianne Lamour, chef électricienne, et là j'ai compris la lumière, tout ce que je viens d'expliquer avant, le côté manutention, quincaillier, artiste, le fait qu'on puisse se déplacer beaucoup sur le plateau, faire un peu tout ce qu'on veut, avoir accès n'importe où pour pouvoir se brancher, déplacer le matériel et tout ça. Et puis jusqu'à la
plaque de polystyrène, le réflecteur de face qu'on met devant l'acteur ou l'actrice. Et donc en fait là je me suis rendu compte qu'on était vraiment au plus proche de la création et des acteurs. On est même encore plus proche physiquement de la caméra que le perchman ou que le réalisateur ou que le chef opérateur. Et ça m'a beaucoup plu, d'avoir le droit d'aller partout et de faire un peu tout ce qu'on voulait. Et à côté, tu peux te balader où tu veux sur le plateau et voir des belles choses, quoi. C'est ça. Et une liberté que d'autres postes n'ont pas, parce qu'ils doivent rester plus à l'arrière. Et nous, on peut passer de l'arrière à l'avant, de l'arrière à l'avant, comme on veut. Et ça m'a beaucoup plu. Et puis, on va dire que je suis tombé dedans à ce moment-là. Je me suis dit, ce sera la lumière et pas la caméra. À l'origine, je voulais faire du cadre, être cadreur. Et puis depuis, j'ai quasiment pas arrêté. Les premières années ont été un peu difficiles pour trouver du travail à l'époque. Mais après, je m'y suis tenu et j'ai plus jamais rien fait d'autre. Voilà. Alors, les premiers mots de ton livre, c'est hommage et transmission. Est-ce qu'il y a des chefs en particulier ou des personnes en particulier auxquelles tu penses quand tu dis hommage et transmission, qui t'ont formé, toi ? Oui, alors il y a dans le livre, qui est un livre un petit peu bizarre, moi j'appelle ça une œuvre graphique dans un sens, parce que c'est que des cartes mentales, c'est que des lignes, que des traits, c'est pas de texte. J'avais envie d'avoir une forme artistique et qui corresponde à la façon dont mon cerveau fonctionne, de dyslexique un petit peu spécial, on va dire. Et puis j'avais envie que ce soit aussi beau qu'intéressant. Et donc il y a quand même 2 pages de texte, une au début en introduction et une à la fin de remerciements. Et donc dans les remerciements, évidemment, je remercie d'abord mon chef, Antoine Liénard, qui m'a appris beaucoup de choses sur le métier, sur la lumière et la façon de faire ce métier, de voir le cinéma. Et il y a Philippe Lioré, réalisateur, ancien ingénieur du son, c'est lui qui m'a appris le cinéma avant Antoine, en fait. J'ai pu faire un stage sur Je vais bien, ne t'en fais pas, où j'étais au Combo, où j'avais mon petit retour vidéo, et c'est vraiment Philippe qui m'a pris sous son aile et qui m'a enseigné l'art de la fiction et de la façon dont on fait un film. Et d'ailleurs, j'ai assez peu retrouvé cette méthode par la suite depuis 20 ans. Parce que qu'est-ce qu'on faisait, une méthode particulière ? Ouais, disons que la mise en place, le blocking, il arrivait à appliquer une méthode que j'ai pour l'instant plus jamais revue, ou peut-être 1 ou 2 fois avec certains Américains qui venaient tourner en France, où c'est vraiment très 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 carré, et où en fait en l'espace de 10 minutes de mise en place, on a expliqué la séquence entière avec toutes les focales, tout le découpage, et tout le monde, tous les chefs de poste savent exactement ce qui va se passer sur les plusieurs heures à venir. Et ça c'est fort, arriver à être opérationnel en 10 minutes. Et c'était vraiment d'une efficacité redoutable. Et du coup, c'est dur à remettre en place. Et je l'ai assez peu revu, voire jamais. Et donc, ça fait partie des hommages des gens qui j'avais envie de rendre hommage. Philippe et puis Antoine. Et puis, il y en a beaucoup d'autres. Marianne qui m'a mis qui m'a lancé un petit peu aussi. Et puis, il y a tout un florilège de noms de personnes que je remercie. Justement, dans les personnes avec lesquelles tu as travaillé, y a beaucoup de chef-op. Et comment est-ce que toi, tu décrirais la relation entre le chef-op et le chef électro, vous qui êtes les 2 pans de l'image ? Alors encore une fois, comme pour chaque chose dans ce métier-là, chacun a sa définition, il y en a plein de différentes. Moi, j'ai mon espèce de petite métaphore visuelle, je sais qu'il y a certains à qui ça ne parle pas, mais moi, c'est ça ma définition. C'est comme si on faisait un trek ou une marche en montagne ou en forêt, tous les 2, avec l'opérateur. Et moi, mon job, c'est d'être derrière lui. Et s'il ralentit trop, d'être capable de le pousser. Et s'il tombe, d'être capable de le rattraper. Ouais, en fait, d'avoir un rôle de soutien, de lui permettre d'arriver au bout. Exactement. Moi, c'est ça ma vision, et c'est comme ça que j'aime le plus travailler. C'est-à-dire un vrai échange de techniques entre nous 2 et de confiance. Parce qu'on peut très bien faire des films sans se parler ou à peine en parlant de technique, mais où l'opératrice ne connaît même pas la liste lumière ou quasiment pas. Et comme il y en a qui peuvent encore être impliqués dans la technique et connaître tous les projecteurs et les détails techniques et savoir exactement à quelle hauteur ils veulent la source sur tel pied, avec telle gélatine, tel réglage, telle chose. Donc c'est un espèce de mélange entre l'accompagnement
Et ouais, si c'est de l'accompagnement en fait. Savoir pallier les manques et prendre de l'avance quand il faut, mais rester à sa place aussi, parce que c'est l'opérateur ou l'opératrice qui signe le film, c'est pas nous. Ouais, ne pas essayer de remplacer C'est l'opérateur. Mais ça peut être assez délicat des fois, d'autant plus que les technologies évoluent et ont beaucoup évolué ces 10 dernières années et continuent à évoluer. Et les méthodes de plateau aussi, par rapport aux mises en place et au tournage, au temps de prépa en amont du film et au temps de prépa en amont de la journée. Tout se raccourcit de plus en plus, donc on est amené de plus en plus à travailler, comme on dit maintenant, en tant que gaffeur et moins en tant que chef élec, c'est-à-dire à prendre le pas sur l'opérateur et faire la lumière du film, de plus en plus. Ouais, parce que dans un monde où on est posé, ce serait quoi les grandes étapes de préparation et qu'est-ce qui change quand on se retrouve à être gaffeur? C'est une bonne question ça. Plus d'implication. J'ai envie de dire simple, ouais, plus d'implication encore et encore, même si moi, dans tous les cas, depuis toujours, je me suis toujours beaucoup impliqué dans les films, parfois trop même, par amour du métier et par envie de créer et de faire des belles images. Mais oui, plus d'investissement, comprendre encore plus l'intention du film, les séquences, où on va. Ouais, parce que ça, c'est quand t'abordes le film, tu commences par, j'imagine, lire le scénario. C'est un truc qui est important pour toi de savoir la vision ou l'histoire qu'on raconte avant de construire ta lumière. Ouais, pour moi, c'est important. Après, il peut y avoir des personnes qui le font moins. On peut réussir à faire un film. On a tous fait des films sans trop lire le scénario et ça fonctionne parce qu'on connaît notre métier, on sait faire la technique. On nous présente la séquence et puis après on s'installe, on improvise. Mais le plus en amont on maîtrise le projet, le plus on peut le nourrir. Moi je pars du principe que chaque personne, chaque technicien, chaque technicienne, peu importe le métier, le département qu'il a ou qu'elle a, peut vraiment nourrir le film ou le projet à son échelle, mais peut vraiment donner de la plus-value au projet à un moment ou à un autre, avoir une idée en fait que le réa ou la réal n'aurait pas eu, ou que la prod ou que le chef-op n'aurait pas eu. Et moi j'ai vu plein de fois dans ma carrière ce genre de choses arriver, où c'est une personne qui peut paraître être extérieure, jusqu'à un régisseur qui sera un peu loin de la face et des comédiens, mais il a compris le film en fait, ouais, il a compris le film. Et hop, elle a une idée qui va permettre à la séance de marcher. Exactement. Ça peut être des tout petits détails, hein, mais pour moi, ça marche beaucoup comme ça. C'est un travail collectif qu'on fait tous ensemble de création commune. C'est ça qui me plaît dans ce métier, dans ce milieu. C'est la création de groupe, la création commune, qui est étape par étape. Chacun enjolive le travail qui est fait en amont. Et donc, le plus on connaît le projet et on comprend où on veut aller, toutes les intentions à tous les niveaux, le mieux on va réussir à donner encore plus de valeur. Parce que qu'est-ce qui va changer dans une séquence en fonction de l'histoire? Qu'est-ce qui change dans ta manière de te préparer? Si on dit, là c'est une séquence, ça doit faire peur, on est dans une maison hantée, qu'est-ce que tu te dis que tu vas faire différemment de si on te dit, là, on est dans un restaurant et c'est le dîner romantique où le héros se rend compte qu'il est amoureux fou de l'héroïne? C'est une bonne question. Ça me pousse un peu dans mes retranchements parce que là, c'est toujours cet entre-deux entre justement le métier d'opérateur et le métier de chef électro ou de gaffeur, où on fait un petit peu le métier de l'un et le métier de l'autre, on va dire. Donc je dirais que c'est plutôt une question pour un opérateur ou une opératrice, mais néanmoins, moi je vais d'abord penser en termes de contraste, d'effets, et puis après par rapport au scénario, au dialogue, aux intentions de jeu, qu'est-ce qu'il faut marquer, qu'est-ce qu'il faut appuyer, où est-ce que on a un intérêt à aller appuyer quelque chose. Parce que justement à l'opposé, sur l'exemple de la comédie romantique ou autre, comme tu citais, on va avoir envie simplement que ce soit beau partout, tout le temps. Et à la limite, les côtés encore où on va travailler un petit peu plus et on veut que ce soit encore plus beau, ça va être surtout sur les personnages féminins.
Et puis on va aller appuyer à la limite justement un instant de jeu, le moment du baiser, le moment de l'annonce du mariage, le moment ou à l'inverse, le moment de la dispute. Et là on va appuyer un tout petit peu la lumière de manière un petit peu différente. Et après, quand on est dans un film de genre ou d'horreur ou autre, on va pouvoir aller appuyer ça de manière plus marquée et plus nombreuse dans une seule même séquence. C'est-à-dire appuyer de façon plus marquée et plus nombreuse. Gérer avoir une gestion du contraste qui est plus plan par plan, et puis aller appuyer des effets que ce soit des effets de mouvement de lumière si besoin, ou simplement des effets de couleur ou d'attaque. Modifier un tout petit peu la direction des sources pour que les attaques des ombres soient légèrement différentes du plan d'avant et continuer à accentuer le drama. Ouais. Au fur et à mesure de la montée. Un peu étrange ou pas forcément rassurant. C'est ça. Justement, est-ce que, parce que c'est question difficile, mais je continue de chercher dans le retranchement. Est-ce que toi tu dirais que tu as une signature ou une patte d'électro visuellement qui te différencie? Oui ou non, pas vraiment. J'ai envie de dire que non, j'ai jamais cherché à le faire. Ça a été fait plusieurs fois. De ce que j'ai compris et étudié, ça a été le cas beaucoup dans les années 90 où plusieurs chefs électro européens ont commencé à mettre leurs pattes à eux et après à refaire les mêmes choses. Et les mêmes choses, vu que la patte est un peu la même, moi j'ai envie de dire un peu l'inverse dans un sens. C'est-à-dire que j'ai reproché à des opérateurs ou des opératrices de faire trop souvent les mêmes choses tout le temps et de pas coller assez à l'image du film. Et c'est très intéressant d'avoir sa patte, d'avoir son style, que ça se voit en un quart de seconde dès qu'on voit une image que c'est toi qui as signé le film. Mais est-ce que ça fait du bien au film? Ouais, est-ce que c'est adapté au film en fait? Toi qui essayes de mettre ta marque dessus. Exactement. Et pas ce que l'histoire raconte. Exactement. Donc pour toutes ces raisons-là, moi j'ai jamais trop essayé d'avoir mon style à moi. C'est plus dans la méthode, la gestion et le choix des listes, où là je vais avoir plus ma touche à moi que par rapport à d'autres. Mais dans le rendu, non, pas tant que ça. À la limite, je pousse pas trop en diaph. Voilà, c'est le seul truc que je pourrais dire. Oui, t'éclaires pas trop fort. Ouais, je pousse un peu les opérateurs dans les retranchements de leur signal. Mais c'est un choix. C'est un choix d'ensemble parce que je sais que ça marche, parce que je sais je sais que les outils peuvent le faire, donc il n'y a pas besoin de plus. Et alors toujours dans les questions sur les électros, t'as une phrase assez belle où tu dis: les électros sont des guerriers et des guerrières de lumière, capables de faire des installations dans des endroits improbables et uniques, de rencontrer et collaborer avec des êtres humains hors normes, de bâtir et construire en quelques instants, puis tout détruire. Et pour définir ce que c'est qu'un bon électro, tu dis qu'il faut être un ninja, un Jedi et un MacGyver. C'est quoi la partie ninja, Jedi et MacGyver? Ouais, c'est un peu ça. Après, j'en demande beaucoup à mes électros. Parfois trop. Souvent, peut-être un peu de trop. Mais je les pousse à s'investir et à comprendre, à apprendre le métier encore et encore et encore et encore. Et à s'investir justement dans le film, dans la narration, dans la création globale et pas juste dans la lumière en fait. Ouais. Et donc pour moi, pour réussir à arriver à cet état-là, on va dire, d'être capable de faire toute la technique, toute la lumière, que ce soit fiable, stable, joli, adapté et tout ça. Et en plus, pouvoir vraiment bien suivre le projet et le nourrir à d'autres niveaux et soutenir d'autres départements en plus du tien, il faut avoir tous les sens ouverts en même temps pour pouvoir suivre tout ce qui se passe, parce qu'on est rapidement 20, 30, 40, 50 sur un plateau, ça fourmille, ça court dans tous les sens, ça va partout. Et moi j'encourage mes électriciens à utiliser les pouvoirs magiques de l'être humain. C'est pour ça que je cite le nom de Jedi. Pour moi on a tous des pouvoirs qu'on peut, des sens qu'on peut tailler, travailler. C'est avec le temps, avec l'expérience, mais on est capable de suivre plusieurs conversations en même temps, de filtrer les sons qui passent dans nos oreilles, de voir
ce qui se passe sur les côtés sans regarder, d'écouter à l'arrière et d'en entendre un bruit. Et moi, je sais que le pied, il est parti à gauche et pas à droite, même si je le vois pas. C'est toutes ces choses-là que je mets sous le terme Jedi. Utiliser la force, hein, tout simplement. Sensible au plateau, tu seras. Voilà, exactement. Mais pour de vrai, on peut vraiment écouter, être présent à plusieurs endroits en même temps. Le côté ninja, c'est pour pouvoir se fondre et se déplacer en étant invisible, ce qui est une super plus-value en tant qu'électro, parce qu'on prend vite de la place, on fait vite du bruit avec tous ces projecteurs, ces gélatines, ces pieds, ces morceaux de métal. Donc pour moi, le meilleur des électros, il rentre, il installe son projecteur et il est reparti, tu ne l'as pas vu rentrer. Ça, c'est un électricien ou une électricienne confirmée. Tu l'as pas vu rentrer, tu l'as pas entendu, tu n'as pas remarqué, et au moment où tu remarques, il ou elle est déjà sorti de la face. Ouais, c'est voilà. beau, c'est un art de la disparition, c'est aussi une forme d'humilité, je dirais. Et ouais, de discrétion et de bienveillance dans un sens pour tout le monde, pour que justement ne pas générer trop de bruit à la face et trop de bordel. Et moi, je préfère créer dans le calme et dans le moins de bruit possible plutôt que l'inverse. Même si le cinéma, on a besoin de rigoler, de faire beaucoup de bruit, de parler, de tout ça, mais je pense qu'on est plus efficace dans plus de calme. Oui, ça peut attendre l'étape, le moment où on dit c'est une fin de journée, et là on peut rigoler. Voilà, à nouveau, par exemple. Mais du moins pas pendant les temps de préparation où le PAT n'est pas encore arrivé, et où il y a plein de départements qui courent partout pour être prêts à temps. C'est pas à ce moment-là qu'il vaut mieux faire trop de bruit. Comme quand on était petit et que maman elle faisait la cuisine et qu'en même temps elle répondait au téléphone et qu'elle s'occupait de bébé puis qu'elle s'occupait des 2 autres enfants, bah c'est pas très sympa si avec ton frère et ta soeur tu continues à foutre du bordel à côté. Bah c'est pareil. Pour moi c'est pareil. L'image est assez parlante en vrai. Je pense qu'avec les enfants et la famille on l'a tous compris, mais bizarrement en plateau de temps en temps il y en a qui l'oublient, mais peu importe. Et le côté MacGyver, c'est d'être capable un peu de mettre les mains dedans et de réparer un peu les choses. Il faut pouvoir faire en sorte que les projecteurs et les accessoires ils marchent tout le temps, même si on n'est pas électronicien, même si on n'est pas hyper bon en électricité ou autre. Il faut être capable de faire en sorte que ça marche. Ouais. Tout de suite maintenant, là, en très peu de temps. Le moment où il y a une galère, que tu puisses la réparer toi-même, c'est un gain de temps énorme. Ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on a parlé un peu des électros, et maintenant, dans Chef Électro, il y a la partie chef. De quel poste ça se compose une équipe électro ? Alors, l'équipe... moi, quand j'ai commencé, il n'y avait que des films en 1+3. Qu'est-ce que c'est un film en 1+3 ? Donc, on dit 1, c'est le chef électricien ou la chef électricienne, plus le nombre d'électros. Et donc encore avant c'était des équipes encore plus nombreuses quand les projecteurs étaient très très gros, très très lourds, quand c'était des projecteurs à arc. Et moi quand j'ai commencé 2003-2004 c'était des équipes de 1+3, c'était la norme, ce qui fait plutôt sens parce que donc il y a le chef qui est en plateau. Il y a le premier ou la première qui est en plateau avec le chef, et après il reste 2 autres électros, un qui peut travailler à l'extérieur et le 3e qui est au camion et qui fait les livraisons. Parce qu'on aura toujours la même structure entre la face, le stock, le camion, et il y a toujours des distances et il y a toujours des commandes et des livraisons de matériel qui doivent venir sur le plateau à la face pour être installés. Et donc on emploie cette hiérarchie militaire pyramidale où c'est le chef et en dessous le premier ou la première, et ensuite second, 3e, et après ça peut continuer 4e, 5e, 6e, autant qu'on veut. Et maintenant on est plutôt à des équipes de 1+2 qui est devenue la norme. Voire maintenant il y a des films même en 1+1, j'en ai fait quelques-uns et ça peut être intéressant, mais ça n'empêche que ça limite les choses à chaque fois. Dès que t'es même que 1+2, t'as personne en livraison camion. Ouais. Tu as quelqu'un en extérieur pour régler, mais tu vas perdre du temps forcément sur les installations. Donc le mieux c'est d'avoir une base d'au moins 1+3. Et c'est quoi le 1+ max sur lesquels t'as travaillé ? Alors moi j'ai jamais fait trop de gros trucs, mais parce que c'est pas mon dada.
mais j'ai quand même pu faire il y a quelques années une série pour Netflix qui s'appelait SSX, Super Sex, sur l'histoire de la vie de Rocco Siffredi pour les Italiens. Et là, j'avais une équipe de 1+6 sur tout le projet, plus un groupman, donc +7. Et puis j'ai fait des journées avec renfort à +9, +10. Ouais. C'est là où je suis allé jusqu'au max, voilà, +10. Où là, tu as quand même une équipe finalement assez large. Là, ça commence à... gérer, disons ouais. qu'en fait, le métier de façon de chef, il est à responsabilité et il est à... On est gestionnaire des êtres humains, quoi. Même si on doit créer les installations lumière, mais on est avant tout chef d'équipe. Et ça, on nous l'apprend pas à l'école, on nous l'apprend peu sur le terrain. Donc il faut savoir s'adapter, faire avec en fonction des électros et puis du projet. Donc il y a beaucoup de gestion logistique matérielle et de la gestion humaine. Ouais. Et là, ça devient la limite. +9, +8, +9, +10, ça se gère tout seul, pour ma part, avec un bon premier ou une bonne première en appui. Et si on va au-delà de ça, ça devient des doubles postes. Enfin, ça devient que le best boy, le premier ou la première, il prend vraiment des responsabilités et il gère une partie de l'équipe. Oui, en fait, on scinde l'équipe quasiment en deux. Exactement. Il y a besoin. Et puis de toute façon, il y a un moment où ça marche plus au Toki. Son travail au Tokiwoki, beaucoup. Moi, je suis très carré là-dessus et je demande à mes électros d'être le plus carré, de communiquer le plus possible avec le Toki pour que chacun reçoive l'information, la valide. Et quand on commence à être déjà à plus de 6, on peut se mélanger les pinceaux et brouiller la fréquence en parlant les uns en même temps. Et du coup, on ne comprend plus rien. Donc c'est la limite. Après, quand on est déjà à +10, il faudrait passer sur 2 canaux différents, un canot intérieur, un canot extérieur. Ouais, ça devient vite compliqué, ça change le métier. C'est comme ça que les Américains travaillent, parce qu'ils ont des projets énormes, mais... Et ça devient autre chose. Ça devient vraiment de la logistique et de la gestion et moins de création. Et parce que tu parlais du côté pyramidal de la structure. Et dans ton livre, il y a 2 exemples il y a 2 schémas de la relation. Tu as la pyramide, le schéma vraiment militaire avec le chef et les gens en dessous aux différents étages. Et tu as un cercle. Quelle différence tu fais entre ces deux-là ? Et comment toi t'envisages ta relation avec tes équipes ? Ouais, alors il y a un des chapitres où c'est le chapitre travail, où justement voilà, j'ai une page pyramidale, une page circulaire. Je sous-entends dans un sens que c'est l'ancien monde et le nouveau monde pour aider à faire évoluer les choses. Mais il n'empêche le cinéma a besoin du pyramidal et vient du pyramidal. Parce qu'il y avait beaucoup de chefs tout simplement qui venaient de l'armée à l'époque et donc ils avaient tous fait l'armée à un moment ou un autre de leur vie, donc ils avaient vécu ce côté hiérarchique et puis qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur, il faut suivre les timings, donc il faut qu'il y ait une procédure il y en a un qui décide et après ça exécute et ça exécute et ça exécute et ça se répercute et voilà. Ça a ses bons côtés parce que il y a la responsabilité, il faut bien qu'elle incombe à quelqu'un. Néanmoins, moi j'utilise la méthode circulaire depuis quelques années en parallèle de la pyramidale pour ouvrir les champs des possibles de chacun. Encore une fois, que chacun puisse se nourrir et donner une idée. Et éviter un truc où toutes les idées sont en haut et derrière c'est juste des exécutants, quoi. Ouais. Et puis il y a des fois des choses qu'on voit pas, qu'on sait pas, qu'on peut, même si on a anticipé, qu'on a bien préparé le projet, il y a des fois où en fait le projecteur, on avait prévu de le mettre là, mais en fait il y a des travaux et en fait on peut pas le mettre là. Et nous on le voit pas parce qu'on est à la face avec le chef opérateur et les électros ils sont à l'arrière et ils se rendent compte qu'en fait ils peuvent pas, et donc j'ai besoin de leur soutien et de leur appui et de leur idée pour réussir à quand même obtenir le même résultat. Donc pour ça, il faut que je leur fasse confiance et que je les écoute et qu'ils refassent remonter l'information de l'arrière vers l'intérieur. Et c'est
c'est pour moi la version circulaire où chacun peut avoir une place légitime. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de chef et que tout le monde donne son idée à toutes les 3 minutes. C'est qu'on est être plus à l'écoute de chacun. Et de toute façon, on sent aussi, je trouve, dans le livre que t'as quand même une tendresse vis-à-vis de tes électros, même, enfin, il y en a un certain nombre qui sont des amis. Ton exemple de Talkie, c'est assez discret, mais c'est Julien pour Charles. Bon, je connais Charles. Ouais, tout à fait. Et effectivement, c'est intéressant ce que tu dis du fait que ça doit être une relation à la fois de chef et à la fois à l'écoute de ce qu'ils peuvent proposer. Ouais, et encore une fois, moi j'aime et j'ai envie de les pousser le plus possible à apprendre et à se dépasser. Et je prétends, entre guillemets, former des électriciens, et avec le livre, qui peuvent être meilleurs que des opérateurs même. Que certains opérateurs, on va dire, ou certaines opératrices. Parce que s'ils ont une vision d'ensemble, de l'ensemble de chaque demande, tout ce que ça va impliquer en fait. Parce qu'on a vite tendance à oublier ça, qu'en demandant une chose, ça va impliquer plein d'autres choses. Oui, dès qu'on déplace un objet, il faut en déplacer 3 autres autour. Exactement, c'est pas juste en disant tiens, on va mettre un projecteur là. Oui, mais où est-ce qu'il est ? Combien de temps il va falloir pour le faire venir ? Quel câble il va falloir pour que l'énergie arrive à quel pied ? Et s'il va être pour être bien installé en sécurité devant l'acteur ou devant l'actrice. Et c'est toutes ces questions-là que parfois l'opérateur ou l'opératrice oublie parce qu'il est happé dans son métier de gestionnaire de l'image globale et d'accompagnant de la réalisation, ce qui est normal. Mais avant, il y a quelques années, moi quand j'ai commencé, les opérateurs, les opératrices, ils savaient faire tout ça en même temps en fait. Et je trouve que ça se perd un petit peu, que ça s'est perdu, cette réflexion, ce savoir-faire. Alors c'est bien, c'est de la plus-value pour les projets à certains niveaux parce que ils arrivent à plus s'impliquer dans la réalisation et dans les découpages narratifs, ce qui est une grosse partie de leur métier. Mais ça n'empêche qu'il ne faut pas oublier toute la technique qu'il y a derrière, et c'est pour toutes ces raisons que j'aime bien pousser mes électriciens et électriciennes à continuer à apprendre, toujours, leur donner du champ de liberté, de manœuvre. Mais il faut être carré. Il faut être carré et il faut savoir assumer ce qu'on fait, parce que sinon je suis pas content et je deviens méchant, et parce que j'en demande beaucoup. Je donne de la place, de la liberté, mais après je demande à ce que ce soit exactement trouver l'équilibre. Et donc justement à propos d'apprendre avec les électros, t'as fait donc ce livre des racines de la lumière, tu le fais donc en carte mentale. Et alors pourquoi ce format de la carte mentale ? Est-ce que c'est pour que ce soit plus pratique à apprendre ? Pourquoi pas faire un format plus classique de manuel ? J'ai pas vraiment de réponse, ça m'est venu un peu comme ça. Moi je suis dyslexique de haut niveau, donc ma tête elle marche un peu comme ça. Et puis j'ai eu envie de faire un truc différent, de faire un truc visuel. En fait j'en avais besoin. Je pense que je ne serais jamais arrivé à la fin du projet si j'avais fait quelque chose de classique. Ouais. Ou du moins j'aurais mis plus de temps, ou ça aurait été autre chose. Et ça a été aussi le fait que j'ai, pendant un film où s'il y avait beaucoup de personnes jeunes, c'était un premier film pour beaucoup de postes à responsabilité. Ça c'était difficile à vivre, ça s'est pas très très bien passé, j'ai failli partir et j'ai eu besoin de sortir tout ce que j'avais. Donc j'ai écrit un pamphlet de quelques pages sur les méthodes du cinéma, sur pourquoi en fait on fait plus ça, même si on n'est plus en pellicule, on est en numérique, mais en fait on peut adapter les mêmes méthodes, ça change rien. N'oublions pas, ne perdons pas ce savoir-faire de la pellicule et adaptons-le en numérique. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai sorti ce pamphlet, j'ai vu la réaction des gens. Et là, je me suis dit, bon, c'est peut-être intéressant que je sorte toutes les infos que j'ai dans mon cerveau et que je les dépose sur le papier. J'ai commencé à les sortir. Et après, je me suis rendu compte qu'il fallait les articuler. Parce que c'était incompréhensible tel quel. Et j'ai commencé à jouer avec. Et je suis tombé là-dessus. Et je me suis dit, bah ouais, ça va être ça.
C'est joli, les cartes mentales, c'est sympa. Et ça permet, au fur et à mesure que je l'ai travaillé, je me suis dit, ouais, on peut aller chercher l'information. Alors, il est très fourni le livre, donc des fois ça va être difficile d'aller retrouver l'info que tu cherches. Mais d'un autre côté, s'il y a des chapitres qui t'ont parlé, tu vas y revenir facilement. C'est un livre assez dense, mais je trouve que comme il y a tout, il y a un aspect aide-mémoire qui est pas mal. Ne serait-ce que il y a une partie rangement pour se rappeler de tout ce qu'il faut prendre, de tout ce qui doit être pris en compte. Il y a une partie distribution électrique, se dire est-ce que j'ai rien oublié qui peut potentiellement mettre quelqu'un en danger. Cet aspect-là du côté, qui va avec le côté dense du livre, je trouve est plutôt un avantage. C'est top parce que c'est exactement ce que je voulais faire. Est-ce que j'ai travaillé pendant 2 ans pour que justement, le but c'était de créer le livre que moi j'avais pas eu quand j'étais jeune, pour ne rien oublier jamais, parce que même si mon chef m'a enseigné beaucoup de choses, j'ai jamais eu de listing comme ça. Et puis quand on est jeune, on pose pas forcément les bonnes questions au bon moment, on réfléchit pas de la même manière. C'est quelques années après tant d'expérience de film, qu'on se dit tiens, en fait ça marche à chaque fois pareil, pourquoi j'ai pas une liste, une charte, un truc? Parce qu'en fait ça n'existe pas, et on se le dit à l'oral, et ça dépend d'une équipe à l'autre, mais il y a quand même des bases communes pour tout le monde. S'il pleut, s'il neige, peu importe l'équipe où t'es, il faudra protéger le matériel en fait, sinon il va prendre l'eau et il va prendre la neige. Donc j'ai essayé de rassembler toutes les bases communes pour que justement ça fasse le pense-bête le plus compact, dense, mais qui est quasiment un tour complet et un tour de piste de notre métier en fait. Ouais, l'idée c'est d'avoir un livre qui est finalement assez petit, léger, mais que tu peux mettre quelque part dans ton camion. C'est ça, il est fait pour la roulante de face et le camion. Et pareil, le format et la couverture et le grammage des pages, c'est un ensemble pour que ce soit fluide et que ça fasse une vague énergétique d'informations qui rebondissent d'une page à l'autre. Tu as des infos qui vont être redondantes, mais abordées d'une manière légèrement différente. Et au fur et à mesure de la lecture, c'est comme des échos. Les vagues reviennent au bout d'un moment, et l'information revient. Et pour que ça s'installe dans la tête, dans le mental du lecteur ou de la lectrice. Ouais, puis je pense que c'est pas forcément un livre qu'il faut prendre en se disant je vais le lire d'un coup dans un trajet en train, parce qu'on peut faire ça, mais on retiendra rien. Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi-même, je l'ai fait un paquet de fois, cette relecture entière et complète. Et malgré tout, malgré le fait que c'est moi qui ai écrit tout ça, il me faut 3 heures. Il me faut 3 heures pour le lire en entier et comprendre toutes les phrases. Donc, et j'ai quelques jeunes qui m'ont dit qu'ils avaient fait l'effort de, justement, le lire en entier, mais de A à Z, comme on lirait un livre normal. Mais non, c'est un peu lourd, c'est difficile à faire. C'est plus pour aller piocher, et puis, encore une fois, que ça se distille petit à petit. J'ai trouvé que c'était aussi pas mal, si tu fais l'expérience de la lecture d'un bloc, de lire et de dire qu'est-ce que je comprends pas. Et moi, c'est comme ça que je m'en suis servi aussi. C'est justement pour poser les bonnes questions, de dire là, il me parle de Prise le Grand, je sais pas ce que c'est, mais ça se voit que je suis supposé savoir ce que c'est. Donc oui, ça aide à... c'est une bonne technique, c'est bien ça. Je l'avais pas vu encore, voir ce qui est difficile à comprendre dans un bloc. Par exemple, il y a tout un bloc qui est la liste du matériel, même la partie électricité. Chargé, ceux-là. C'est des pages chargées, celles-là. C'est des pages qui sont chargées, hein. Mais en même temps, effectivement, tu as la liste de tout le matériel auquel tu dois penser, et tu te dis, tiens, il y a un terme que je connais pas, il y a un concept que j'ai pas. Il y a quand même plein de mots, ne serait-ce qu'un keylight, c'est pas forcément un truc transparent.
Et puis on a nos noms on a notre petit vocabulaire sur tous les projecteurs qu'on emploie. Ne serait-ce qu'on utilise les termes blonde et mandarine, alors que pour tous les autres projets, on dit le nom en watts. Ah oui, là pour ça on mélange tout. Tout. Mais pareil, j'ai beaucoup hésité dans le livre à expliquer plus de choses ou pas, justement à faire des définitions du Keylight ou d'autres, de plein d'autres mots et plein d'autres détails. Et pareil, j'ai eu envie de donner de l'information, mais pas de vous prendre par la main. C'est-à-dire que j'ai fait intentionnellement plein de choses où il faut aller chercher soi-même l'information, en fait. Ouais, c'est pas du tout... Je joue avec vous, beaucoup. C'est pas un livre, je pense, qu'il faut aborder en se disant... C'est le mode d'emploi qui m'est donné. C'est pas un mode d'emploi, c'est pas un manuel, c'est un ovni. Comme je dis en 4e page, c'est une formule magique de la lumière dans un sens, mais il faut avoir déjà mis un petit pied dedans pour pouvoir s'y retrouver et suivre les choses. Mais j'estime que maintenant, les jeunes apprennent tellement vite et tellement mieux qu'avant, je trouve, que je suis parti de ce principe-là, que vous avez toutes les compétences et qualités pour justement aller chercher les choses et comprendre les choses. Faut être prêt à faire une recherche Google de temps en temps. À un moment... Disons que c'est pas bien compliqué. Moi, quand j'étais à l'école, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et moi, quand il fallait que les seules sources d'informations que j'avais, c'était j'étais allé à la bibliothèque à Nantes et puis trouver un livre qui datait d'il y a 10 ans, tu vois. Un livre en anglais qui datait d'il y a 10 ans pour avoir quelques sources d'informations de lumière. Il y avait l'American Cinematographer, il y avait la lettre de l'AFC, mais il n'y avait pas de plan de feu, il y avait très peu de choses. Il y avait très peu d'échanges. Et maintenant, on a la Bibliothèque mondiale dans la poche avec le téléphone. Donc en fait, les 3/4 des informations, on peut aller les chercher déjà tout seul facilement. Et voilà, c'était un petit peu pour vous pousser à continuer à chercher tout seul. Mais je joue avec ça. J'aurais pu mettre plus d'informations, plus d'explications. Et j'ai décidé de faire un espèce d'entre-deux. C'est pas un manuel scolaire. C'est un manuel, c'est un livre qui est fait pour quand tu as déjà fait l'école de cinéma, on va dire, et que tu vas faire tes premiers stages. Ouais, c'est pas mal comme livre de stagiaire. C'est un livre de stagiaire. Si tu l'as et que tu le travailles pendant ton premier stage de long métrage, enfin de fiction complète, ça peut te changer ta carrière entière. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je l'ai fait et que je l'envisage. Et justement, dans l'aspect danse, il y a le fait que ça mélange des choses, on va dire, très pratico-pratiques. La distribution électrique, c'est des formules mathématiques. Avec des choses qui relèvent plus de l'aspect humain, des questions de gestion de tournage, et même quelques phrases qui sont un peu poétiques, et quelques blagues aussi dedans. Est-ce que c'était important pour toi d'avoir ce mélange de tous ces aspects-là ? Ouais, c'était important parce que ça me ressemble, parce que c'est ça qui décrit un petit peu ma vision du plateau et du cinéma, de la création commune en équipe, et que justement je trouve qu'on parle pas assez de l'humain, même si je suis loin d'être le meilleur gestionnaire humain. Il y a des fois je me plante, il y a des fois je m'énerve, il y a des fois je les engueule, je vous fais cravacher dans tous les sens, et il y en a quelques-uns et quelques-unes qui ont pu le subir. Mais de l'autre côté, je sais accompagner l'humain dans ses expériences et dans ses apprentissages, et je peux être un bon appui pour un bon tremplin pour continuer à ouvrir ses ailes d'être humain, tout simplement, pour briser les limites. Et peu importe, même si on est petit électro, on peut avoir plein de connaissances, plein de compétences et plein de bonus à donner. Donc c'était important pour moi d'activer la case humaine beaucoup, de mettre un petit peu le côté décalé, parce qu'à la face c'est décalé.
la face, le plateau, la face autour de la caméra, c'est un game, c'est un jeu de répondants et de blagues il faut savoir faire tout ça, même si ça fait pas partie de notre vie et qu'on le fait pas dans la vie de tous les jours. Il faut savoir avoir du tac au tac et du répondant, sinon on se fait broyer en quelques clairement, quelques enfin, minutes. les équipes de tournage en général. On a tous des blagues entre les machinos, ils sont comme ça, les chefs opérateurs, ils sont comme ça, la blague de Dieu et du chef opérateur. Mais je pense qu'effectivement, c'est important d'avoir un peu d'humour. Oui. C'est nécessaire de dédramatiser, on en a besoin vu les conditions et les rythmiques et la fatigue qu'on a. Donc il y a besoin d'avoir un espèce de décalage. Même si, comme je disais au début, moi j'ai besoin de calme pour créer plus que de bordel. Mais il y a besoin d'avoir un décalage, ouais. Sinon on tient pas le coup. C'est comme on dit, on sauve pas des vies en faisant du cinoche, quoi. Donc c'est sûr. Puis je pense que quand on a enchaîné un tournage de nuit, que ça fait déjà 2 heures qu'on aurait dû finir, qu'il pleut, tout ça, il faut arriver à mettre son ego de côté et accepter des petites blagues, des petites piques, ce genre de choses. Ouais, tout à fait. Sinon, tout à fait. on s'étrangle les uns les autres, quoi. Tout à fait. Et puis suivre l'énergie du groupe, savoir scanner où en sont les gens et l'ambiance et suivre le flow, s'adapter, quoi. Même si c'est pas forcément facile tout le temps, mais s'adapter, ouais. Je pense que tous les professionnels ont eu un tournage où humainement ça s'est pas bien passé. Forcément, sur la longueur, oui. Moi j'en ai un, je vois à ta tête que t'en as quelques-uns qui doivent popper. Oui, évidemment. Alors, petite question qui est abordée dans ton livre, dans la question pratico-pratique, parce que je trouvais que c'était intéressante, et c'est un sujet que je vois rarement abordé. Tu parles de la bijoute, donc qui est ton ensemble d'accessoires, on va dire, personnels du chef électro, qui n'est pas pris chez un loueur et qui ne change pas à chaque tournage. À quoi ça te sert, toi, d'avoir ta propre bijoute, et qu'est-ce qu'elle doit te permettre de faire en tournage, ta bijoute ? Parce que je fais partie des chefs qui ont la leur. Ouais, tout à fait. Alors oui, c'est un truc un peu franco-français. Il y a peut-être d'autres pays quand même qui le pratiquent un petit peu, mais nous, on l'a vraiment fait grossir toutes ces dernières années. Donc on a beaucoup de matériel à nous, on a même d'ailleurs tous des sociétés pour pouvoir louer ce matériel, on est obligé maintenant. Et donc on a des chariots de manutention, et après on a plein de petits accessoires soit qu'on achète, soit qu'on fabrique nous-mêmes. À l'origine, ça vient vraiment de là. La bijoute, c'était juste un sac avec des créations personnelles que le chef emmenait et louait à la production en plus, et c'était des accessoires qui n'existaient pas, tout simplement. Et à la bijoute, c'est nécessaire, et ça ne l'est pas dans le sens où de plus en plus les loueurs ont de plus en plus de matériel divers, et donc on peut être amené à avoir de moins en moins besoin de bijoute parce que c'est disponible chez le loueur, que ce soit des cadres, des drapeaux, ou même des roulantes ou des chariots justement de manutention. Donc on peut avoir moins de bijoux qu'avant, entre guillemets, mais c'est surtout pour le confort de travail, en fait, la bijoute. C'est-à-dire qu'on sait exactement la taille du chariot, comment il roule, comment est la roue gauche, comment est le frein là sur celle-ci, et si on a à chaque fois un chariot différent de chaque loueur, il va falloir se réadapter à l'état du matériel. Donc ça a une plus-value dans ce sens-là, dans le sens où on connaît notre matériel par cœur, on sait ce qu'on peut faire avec, et après c'est tout le côté créatif où effectivement on va créer des outils qui nous correspondent. Ça peut être des toutes petites constructions à la noix qui ne ressemblent pas à grand chose, mais ça peut être jusqu'à la création d'un projecteur qui n'existe pas réellement, on va dire, ou qu'on a adapté à notre méthode, ou même à ce film qu'on est en train de faire. Et donc moi j'ai passé beaucoup de temps à fabriquer plein d'outils de bijoute pour le plaisir. Je fais partie des amoureux de la bijoute. Comme j'ai appris à coudre, j'ai cousu beaucoup de toiles, beaucoup, sous toutes les tailles, toutes les formes.
Et puis des fois des petits projecteurs. Là, le dernier film, j'ai refabriqué un petit bol beauté pour faire un highlight pour l'actrice. J'avais des rubans de LED. J'avais un vieux réflecteur photo. Et j'avais des rubans de LED, j'avais des variateurs, j'ai collé mon ruban à l'intérieur et j'ai fait un bol beauté avec que de l'indirect, avec une diffusion et ça faisait un petit highlight avec une batterie Veloc qu'on a pu adapter. Avant on faisait ça pour faire plaisir aux actrices et puis pour les mettre en valeur aussi, ou les acteurs, mais il y en avait beaucoup qui avaient leur projecteur à eux. Ils avaient leur projecteur, on emmenait un projecteur où on le nommait du nom de l'acteur ou de l'actrice. Oh, ça c'est un moyen de flatter les acteurs. Exactement. Ça c'est la technique astucieuse de tournage. Et une fois qu'on sait comment leur visage y réagissent plus ou moins bien avec telle ou telle lumière, à chaque fois il faut tenter de refaire la même chose. Voilà. Ça doit marcher pour l'ego, je pense. Ouais. C'est le côté politique. Donc voilà, la bijoute, ça fait partie aussi de ça. Mais c'est aussi beaucoup de gestion, d'entretien et ça prend du temps. Voilà, et ça a les deux côtés. Parce qu'une fois que tu as fait ta bijoute, il faut que ça fasse partie de ton tarif. Est-ce que c'est difficile de convaincre la production de prendre ta bijoute ? Parce que ce que je veux dire, c'est que les loueurs ont beaucoup de choses. Toi, tu vas avoir donc... tes bras magiques, tes petits accessoires de grippe, tes roulantes, etc. Et tout ça, c'est des choses qui pourraient louer chez un des très nombreux loueurs qui se trouvent sur le marché. Comment est-ce que tu convaincs du coup la production de prendre ton matériel à toi ? Au final, alors en fiction longue, la question se pose pas, ou se pose quasiment jamais. C'est bijoute ou bijoute, c'est obligatoire, c'est comme ça. Ils le savent, on le sait. Et au final, les packs bijoutes coûtent pas cher en fait. Ils coûtent pas cher par rapport au prix de chez les loueurs. On emmène beaucoup de choses pour un tarif en dessous de ce que ferait le loueur à l'unité. Oui. Donc ils sont plus souvent gagnants. Après, ce qui peut être difficile, c'est par rapport à l'entretien et la casse ou la perte. Où là, il faut s'assurer que tout sera payé si c'est perdu ou cassé. Mais non, sinon après c'est se battre sur le tarif de temps en temps. Voilà. Oui, parce que c'est du matériel qui coûte très cher. Enfin, ça va très vite. Tous les objets montent. Il y a certains projecteurs ça va très qui ne sont pas des petits trucs de bijoux, mais j'ai déjà vu des projecteurs à 40 000 €, quoi, qui est quand même le prix d'une belle voiture. Ouais. Il y a de tout après, chacun fait à sa sauce. Mais il y en a qui mettent beaucoup d'argent, mais ça va très vite. Une bijoute, ça rapidement quelques dizaines de milliers d'euros, ouais. Sans même gros projecteur. Alors c'est une question très du tac au tac qui vient comme ça, mais comment est-ce que tu la gardes ta bijoute ? Où est-ce que est-ce que tu as un coffre quelque part ? Parce que ça prend vite une assez grande place. Ouais, c'est ce qui fait partie de la gestion justement qui est compliqué. Il faut un box forcément, il faut louer un box, ça coûte de l'argent et ça s'entretient parce que même si on a un box qui est sain, il faut quand même y aller régulièrement pour dépoussiérer, pour être sûr qu'il n'y ait pas de souris qui te bouffent les drapeaux ou autre chose. Donc t'as pas envie de te remettre à la machine à coudre parce qu'il y a eu les souris. Non. Et donc ta bijoute à la fin tu la mets dans un camion. À quoi ça ressemble un camion d'électro ? Et qu'est-ce qu'on trouve dans un camion d'électro ? Alors, pour les gens qui n'ont pas pénétré dans cet endroit merveilleux et toujours bien rangé. Alors on essaie le plus possible d'être bien rangé. Pour moi c'est très important. Un camion d'électro, généralement, il y a sur un des deux côtés, à gauche ou à droite, tout un pan du camion où il y a des étagères dans lequel on met les projecteurs, les curveurs de bijoutes, les bacs, les lignes électriques, un maximum de choses. Et puis de l'autre côté, on met tous les chariots, toutes les roulantes. Et puis aussi, on a des bacs à pieds pour mettre les gros pieds. Et ça ressemble à une espèce de stock de quincailliers. Ouais. Il y en a dans tous les sens, du sol au plafond, de gauche à droite, et il faut que tout rentre et que tout soit accessible le plus rapidement possible. Oui, il y a un côté compact en général du camion. Il n'y a pas d'espace qui est perdu. Il ne faut pas. Les camions qu'on utilise bien souvent, ce sont des poids lourds, parce qu'on a besoin de taille, on a besoin de place, on a besoin de charge utile.
Donc des 30 ou des 35 mètres cubes, ou des 40 même. Des fois, on peut travailler avec des 22 mètres cubes qui sont pas poids lourds, qui sont des VL. Et tous ces camions ont des haillons pour pouvoir monter et descendre le matériel sans qu'on ait besoin de porter. Et donc, les camions doivent être bien rangés, bien organisés, optimiser la place le plus possible. Ça, c'est vraiment un truc, réussir à gagner chaque centimètre carré pour que... Le but, c'est que tout le matériel soit accessible tout le temps. Pour moi, un camion bien rangé et bien organisé, tout est accessible en moins de 5 minutes, tout seul avec une seule personne. On n'a pas besoin de sortir une caisse pour aller chercher la toile de diffusion qui est derrière et qu'en fait on va mettre 10 minutes à la sortir le moins possible. Le moins possible que ce soit enterré et le plus possible que ce soit tout accessible. Il faut répartir les charges dans le camion parce que si on met tout le matériel qui a du poids à gauche et puis le matériel qui n'a pas de poids à droite, le camion, il va pencher sur le côté. Attention à la sécurité quand on conduit. Ouais, des fois, on voit passer des camions avec des équipes un peu débutantes où tous les pieds qui sont des objets très lourds ont été mis d'un côté, ce qui a l'air d'une super idée quand on commence à ranger. Et même à l'arrêt, le camion il est bien penché d'un côté. Sinon, non, c'est pas les pneus qui dégonflent. Et au premier virage, il y a un risque que le camion bascule. Ça peut partir, ouais. Donc nous, on conduit de moins en moins. Il y a des convoyeurs depuis déjà un paquet d'années maintenant, mais ça n'empêche qu'on peut quand même conduire les camions de manière ponctuelle. Il y a des films où on peut être amené à conduire beaucoup, mais on fait au moins les changements de décor dans la journée. Et il faut être vigilant et ça va vite. Les charges qu'on met dans les camions avec les pieds, les câbles électriques, les projecteurs, ça devient vite des tonnes et des tonnes de matériel. Donc si tout est d'un côté, on va pencher et attention. Et pareil, donc que tout soit le plus équilibré, le plus adapté, le plus accessible. Et donc un rayonnage d'étagères sur un côté, souvent à gauche. Les projecteurs, les câbles, les bacs ou les curveurs de bijoutes, les roulantes sur l'autre côté, un gros bac à pied pour les gros pieds, les wind-up, les super wind-up, qui sont des gros pieds costauds qui vont un peu haut. C'est ça, pour les gens qui veulent se représenter en termes de poids, c'est des pieds qui font facilement 80 kilos pour les plus lourds. C'est ça, donc ça va vite. Ne vous les prenez pas dessus. Non, parce que là, si ça te tombe dessus, ça peut vite casser, ça peut vite être très très dangereux. Donc c'est d'abord la sécurité pour soi-même, pour l'humain, avant la sécurité matérielle. Enfin, toujours pour moi, la sécurité humaine et après matériel, si on peut, bien évidemment. Alors, une autre... quelques petites questions un peu d'avenir. C'est à la précédente dans un précédent épisode avec Alexandre Milosevic, on avait parlé du fait qu'il y avait eu une baisse des tournages ces dernières années, que globalement le monde de la production a évolué. Toi tu parles par exemple le fait de faire des équipes en 1+1. Comment est-ce que toi tu vois l'avenir du métier? À quelle transformation tu t'attends? Que ce soit positif ou négatif. Oui, j'entends bien, ouais. Je me pose beaucoup de questions et j'ai pas trop réfléchi à ça avant de venir, mais j'ai pas vraiment de réponse toute faite. On va voir ce que mon cerveau il me raconte tout de suite là. En fait, jusqu'à présent, je rechigne un petit peu sur les évolutions des méthodes, comme tu as pu entendre sur quelques infos que j'évoque depuis le début de l'interview, où je trouve qu'on a perdu un savoir-faire de la pellicule et d'avant, même si, comme pour toute chose dans le monde, ça doit évoluer et il faut avancer et il faut pas trop être accroché aux choses d'avant et laisser faire l'évolution. Donc je laisse faire le plus possible, mais j'y vais pas reculons, mais j'y vais en mettant un petit frein. Donc par exemple par rapport au LED, je suis un des rares où je rechigne sur la LED encore et encore et encore et encore. Si c'est pas crucial et si c'est pas nécessaire, pourquoi utiliser de la LED si on peut utiliser autre chose qui sera encore un meilleur rendu encore et qui sera peut-être même moins cher en fait, parce que la LED ça coûte très cher.
et que les vieux projecteurs qui sont déjà là depuis 50 ans et qui marchent encore, ça coûte pas très cher. Donc l'avantage, c'est qu'ils sont déjà là depuis 50 ans et en plus, comme beaucoup de gens se servent de la LED, ils sont là, ils sont tout beaux, tout dispo en général. Exactement, parce qu'il y a aussi ça, effectivement, les disponibilités. Donc il y a, voilà, par rapport au matériel, mais je commence à lâcher de plus en plus prise. Là, j'ai fait quelques films avec les derniers projecteurs que tout le monde utilise, qui est marqué sur ton t-shirt. C'était pas un placement de produit. Mais s'ils veulent faire des placements de produits, je suis très facile à joindre. Il y a quelques sources à équiper ici, ouais, ça peut marcher, il y a la place. C'est intéressant d'avoir de la versatilité, de la maniabilité dans tout ça, de pouvoir changer la colorimétrie, de pouvoir changer les Fresnel avec motorisation, de mettre des lyres et toutes ces choses-là, donc d'avoir beaucoup de modulation, mais l'air de rien, on enlève le travail de quelques électriciens en faisant ça, mais on le simplifie. Donc c'est intéressant. Et par rapport au milieu et au rendement des films, je suis encore que moyennement optimiste pour la suite, c'est-à-dire qu'il va encore falloir encore du temps pour que ça se restabilise, peut-être encore 1 ou 2 ans jusqu'à 2027. Là, je viens de finir un film avec des Allemands, avec une équipe allemande en Bretagne, et ils me racontaient la même chose en Allemagne. Ils me disaient que tous les petits loueurs sont en train de mourir en Allemagne, que le boulot, ça fait 2-3 ans que c'est la guerre et qu'il n'y en a plus, qu'il y a trop de monde sur le marché. Donc c'est un petit peu la même de ce qu'on m'a raconté, de ce que j'ai pu scanner les derniers mois. C'est un peu la même chose pour beaucoup de pays en Europe. Aux États-Unis, ça fait déjà quelques années depuis les grosses grèves des scénaristes et puis après les grèves avec les doubleurs et tout ça, comme on a pu voir, ils sont venus beaucoup chez nous avec les défiscalisations en Europe. Ils sont venus tourner chez nous, ça a fait beaucoup de boulot chez nous, mais il n'y a plus de boulot chez eux. Et quand tu suis les groupes là-bas, que ce soit sur la côte Est ou sur la côte Ouest, tu te rends compte que c'est autant la merde chez eux que chez nous en fait, voire même pire. Donc ça c'est pour le côté défaitiste du milieu du métier, de la façon de faire, et avec toutes les IA et les technologies, tout peut changer, tout peut se retourner dans les 2, 3, 4, 5 années à venir. Donc j'ai du mal à voir et comprendre où est-ce qu'on va en termes de production. Ce qui me fait peur, c'est la diminution de quantité de prépa à tout niveau. C'est-à-dire que le go, le top, le lancement, le on y va financièrement, c'est bon. Le lancement de projet se fait vraiment de plus en plus tard et de plus en plus tard et de plus en plus tard. On s'adapte, on sait faire, mais ça n'empêche que ça devient trop peu. Il y a toutes les configs possibles, mais il y a encore 10 ans, on avait 2 mois de prépa pour faire un film. Maintenant, on n'en a plus qu'un, pratiquement tout le temps. Et il y a des cas extrêmes. Là, j'ai fait 2 films d'affilée. Donc, j'ai eu une seule journée de break entre les 2 films. Mais pour le deuxième film, j'ai eu 3 jours de prépa. Alors, ce qui fait très peu. Qu'est-ce qu'on fait en 3 jours de prépa, quoi ? Tu fais rien. Alors, c'était parce que c'était justement avec une équipe allemande qui venait en Bretagne. Et donc, ils ne pouvaient pas être avant là pour les repérages. Donc, j'avais fait une liste lumière à l'aveugle en amont, 1 mois avant, qu'on m'avait demandé. J'avais parlé avec l'opérateur. Et puis, en fait, je suis allé en repérage. Et puis, 4 jours après, j'allais en Allemagne pour charger le matériel, en fait. Donc, j'avais aucune marge de manœuvre. 0. Ouais, en fait, tu as découvert les lieux et c'était fait déjà et tout était déjà fait, ouais. Quoi. Et après ça reste fonctionnel, on a réussi à faire le film et tout s'est bien passé, mais c'est très 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 ric-rac, même pour les temps de demande de branchement de la régie en fait. Vu qu'on fait les repérages au dernier moment, moi j'exprime mes demandes et mes besoins énergétiques à la fin des repérages, et eux ils lancent les demandes à Enedis ou aux loueurs pour trouver des groupes, mais du coup c'est pour dans 10 jours. Est-ce qu'il y a des dispos pour dans 10 jours ? Est-ce que Enedis sait se déplacer en 8 jours ? Pas forcément tout le temps, quoi. Donc ça devient à la limite de la faisabilité, on va dire. Ouais, en fait, on commence à gratter de plus en plus sur des étapes qui étaient importantes. C'est ça. Ça peut devenir réellement dangereux, je trouve, en faisabilité de production. Ouais. Donc voilà, je sais pas trop dire, ça répond pas vraiment à ta question sur le futur du métier, mais
J'ai l'impression que par rapport aux électros et à la lumière, on va continuer à se spécialiser de plus en plus vers les ondes, les réglages à distance, comme c'est déjà le cas depuis quelques années, le Wi-Fi, le CRMX, les contrôles des projecteurs sans y être. Donc tous les électros maintenant savent faire ça, doivent savoir faire ça, et on va aller de plus en plus vers ça. Sûrement un allègement des équipes à un certain niveau, mais on ne pourra pas aller en dessous de ce qu'on est déjà, en fait. Parce qu'on a déjà atteint au bout d'un moment, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui l'installe, le projecteur, même si on peut le contrôler de loin. C'est ça. Ouais, on a déjà arrivé à, c'est ça, au film en 1+1, voire au film tout seul. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'en ai fait quelques-uns. Ça n'empêche qu'on peut faire des belles choses, mais il faut être adapté et il faut que ce soit cohérent, ou alors que ce soit que du pré-light, que ce soit installé en amont. Ouais, mais c'est vrai que c'est des adaptations qui sont pas faciles à avoir, à trouver. Et c'est vraiment une méthode de production, un regard sur la création sur le film qui est différent. Donc, je sais pas trop ce que le futur nous réserve pour tout ça. Bon, alors quelque chose de peut-être un peu plus optimiste par rapport à ça, ou plus agréable. Toi qui as fait ta 16 ans de chef en temps de métier, qu'est-ce qui et pourtant, quand je t'entends parler des films, que ce soit dans cette interview ou quand on en parle en dehors, ça se voit que tu es toujours passionné. Qu'est-ce qui te fait encore vibrer quand tu arrives sur un plateau? Ah, c'est des questions vaches, hein. Ah ouais. On dirait des questions de Mouloud Achour dans Click. Elles sont vachement bien. C'est vachement bien. C'est l'équipe, c'est l'humain, c'est l'équipe, c'est la création commune. Encore une fois, c'est vraiment ça. Je trouve ça épatant et incroyable qu'une équipe de saltimbanques comme ça arrive à investir un lieu, en faire autre chose, et puis après repartir, et c'est redevenu comme à l'origine. C'est ce qui se rapproche un petit peu de la scène et du spectacle vivant, même si c'est quelque chose que je connais pas du tout, j'en ai jamais fait de spectacle vivant. Mais ouais, c'est ça, cette équipe de saltimbanques. C'est le côté où on arrive et on a créé un château médiéval pour une journée. Pour cette animation, pour ce truc. Et être capable de se dépasser, de faire des choix qui révolutionnent l'installation ou la création avec quelque chose qu'on n'avait pas pensé, ou alors se challenger à se dire on va faire ça et réussir à le faire, que ce soit des grosses installs ou des petites installs, mais voir que la théorie de ce qu'on a pensé fonctionne ou fonctionne pas, en fonction ne fonctionne pas parce qu'il y a trop d'aléas extérieurs, parce qu'il y a toujours des aléas, que ce soit la météo, le soleil, la production, l'argent, le temps, les gens qui sont pas là au bon moment, les imprévus d'une voiture de jeu qui a le pneu crevé, donc on peut plus tourner avec la voiture, la séquence voiture, donc il faut d'abord tourner la séquence intérieure repas, et après on reviendra à la voiture, et il faut savoir s'adapter à chaque seconde. C'est un petit peu ce côté-là aussi de Jedi que j'évoque dans le livre, c'est pouvoir prendre une décision par seconde. Ouais. Oui, parce que cette espèce de challenge. C'est Jedi qui ont des super réflexes. C'est ça. Le bon choix au bon moment, tout de suite maintenant. Ça m'anime beaucoup. Ouais, je comprends. C'est un métier où tu as quand même un challenge constant, en fait. Tout à fait. Peut-être plus encore que dans plein d'autres métiers. Je sais pas, parce que j'ai pas fait d'autres métiers dans ma vie, mais j'ai l'impression que c'est vraiment, on peut jouer beaucoup avec ça et se challenger à chaque minute, chaque challenge, chaque install. Disons, électro, c'est pas vraiment le métier que tu associes, je dirais, au métier au cliché du métier de bureau où tu ferais la même tâche très bien, mais constamment la même. Si tu devais... Donc, tu as écrit ce livre pour aussi les jeunes électros, et si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui voudrait se lancer dans devenir électro, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Ça m'arrivait beaucoup les dernières années d'accompagner, je continue à en accompagner beaucoup de jeunes dans leur lancement de premières années, mais c'est toujours des gens qui ont déjà mis un pied dedans. C'est un petit peu comme pour ce que j'évoquais que le livre est fait pour les stagiaires post-école ou pendant la fin de l'école. Il faut avoir déjà mis un pied dedans pour
que pour pouvoir suivre ce que je vais raconter ou là où je vais avoir envie de vous emmener, parce que j'aime pas pour le moment faire vraiment les balbutiements. La maternelle, c'est pas mon truc. Moi, je suis déjà au lycée. Voilà, on va dire. Fin de collège, lycée, quoi. Faut déjà avoir mis un petit peu les pieds dedans. Mais qu'est-ce que je pourrais lui dire aux jeunes électros? D'apprendre et de pratiquer le plus possible et de réfléchir et de se challenger, d'ouvrir les murs et briser les limites des connaissances. Et il faut tout apprendre. C'est un métier qui prend beaucoup de temps dans tous les cas. Il faut des années et des années pour avoir fait un tour de piste, parce que il faut avoir fait plein de films différents. De la comédie, de l'action, de l'horreur, du road movie, du ceci, du cela. Et en fait, ça, il n'y en a pas tous les 2 mois, en fait. Oui, c'est ça. Chaque fois que tu arrives sur un nouveau type de projet, tu découvres quelque chose d'entièrement nouveau. Hein. C'est ça. Et pour pouvoir être électro confirmé, il faut avoir fait un tour de piste. Donc il faut plusieurs années. Pour moi, il faut 3, 4, 5 ans avant d'être électricien pour de vrai. Avant, tu sais un peu, mais tu sais pas tout. T'as pas fait de tour complet. Donc non, ouais, apprendre. Avec Internet, regarder beaucoup de choses et essayer de faire le maximum de plateaux, le maximum d'heures de plateau pour apprendre et comprendre les métiers des autres. C'est l'ensemble du cinéma qu'il faut apprendre, en fait, pour moi. Il y a la technique et la lumière, mais si tu connais pas l'art de la fiction et l'art des autres départements, tu pourras pas bien faire ta lumière et ta création. Ça marchera pas. Pour moi, c'est crucial de connaître tous les départements, tout le vocabulaire de toutes les autres équipes, savoir leurs contraintes, leurs obligations, pour bien placer tes projecteurs au bon moment. Ouais, comprendre ce que font les autres. Ouais, quoi. c'est parce que t'es pas tout seul, encore une fois, c'est un truc d'équipe. Donc, ça, c'est un des trucs les plus importants, je pense. Comprendre la méthode de fiction de manière globale. Et puis, se fabriquer ses propres racines, quoi. C'est ça l'idée, c'est ça le concept. C'est beau. Ce qui te parle le plus, c'est... Fabriquer ses propres racines, c'est une très bonne phrase pour arriver vers une clôture. Mais j'ai encore une dernière question vache. Allez, au revoir. Ça va, en vrai, elle n'est pas trop vache, elle n'est pas trop méchante. Je suis prêt. On est une chaîne consacrée au ciné. Alors, est-ce que tu as des recommandations de films dont tu trouves la lumière particulièrement belle? Effectivement, celle-là, elle est costaud. C'est les questions qui sont dures parce que ça demande de sortir des choses du tac au tac comme ça. Non, pour être très honnête, je vais plus au cinéma depuis 10 ans. J'y suis allé beaucoup quand j'étais dans Paris intra avec la carte. J'y allais 3-4 fois par semaine. J'ai tout bouffé pendant 10 ans. Là, j'y vais plus, j'y vais qu'1 ou 2 fois par an. C'est aussi le passage au numérique qui était un petit peu compliqué avec les vidéoprojecteurs. J'ai toujours eu du mal avec mes yeux et ma cadence. Mes yeux, ils voient des choses un peu étranges. Donc, les premiers vidéoprojecteurs digital, et j'y arrivais pas. Je voyais les lumières de bar partout tout le temps, donc c'était trop compliqué. Maintenant, c'est mieux, mais non, il y a trop de films de l'histoire pour être cités. Le dernier qui m'a mis une claque dans un sens, c'est comment ça s'appelle, si je ne me trompe pas, Behind the Pine Hole comment ça s'appelle, derrière la maison tu peux le dire en français, hein, ouais, non, mais je sais voudra. pas en français comment et je suis très mauvais pour retenir les noms des acteurs en plus. Le mec qui a joué dans Drive, l'acteur qui a joué dans Drive, qui fait des rôles de casque. Voilà, Monsieur Ryan, là. Et c'est un film qui a déjà une 10aine d'années. Et où il joue un cascadeur avec une moto, une histoire de braquage. La maison derrière la forêt d'épines, enfin des pins. Et en fait, c'est un film en pellicule. C'est pour ça que la lumière me plaît. C'est pour ça que j'ai envie de le citer là. Parce que c'est un film en pellicule, parce que ça ramène une patte. Et il est très justement fait en image, en dosage du grain, et réellement ça faisait des années que ça m'avait pas fait cette sensation là, que le grain et l'intérêt de la pellicule qui amène de l'émotion et de la narration, en fait, qui accompagne la narration et l'émotion.
Et ça change la lumière, ça change tout. Ça... C'est beau, t'as un petit côté nostalgique. Oui, quand même, voilà, hein. c'est mon petit côté nostalgique. Quand même une dernière question que je voulais poser. Est-ce que tu as d'autres bouquins que le tien que tu recommandes pour la lumière ou pour le cinéma? Bonne question. Oui et non, mais je ne vais pas les avoir en tête là. Si, il y a... comment s'appelle l'autre chef électricien qui a écrit un livre alors c'est un livre qui est... je l'ai pas encore lu, je l'ai juste feuilleté, mais je ne l'ai malheureusement pas encore acheté. Philippe Sanson, qui était un ancien chef électricien, qui n'est pas du tout de la même génération, qui a écrit 200 ou 300 pages sur son histoire de vie et d'anecdotes de tournage. Donc ça, c'est très intéressant. J'en ai lu la première partie, mais j'ai pas encore fini. Et il y a toujours le livre de la lumière, comment ça s'appelle, La technique de la lumière, que Marianne Lamour a co-signé, justement, aux des éditions du Jardin, qui est déjà au moins 10 ou 20 ans. Celui-ci, il reste toujours d'actualité par rapport à la technique. Il y a un super gros bouquin sur l'optique qui est sorti les dernières années, que j'ai jamais eu en main, mais qui est un gros pavé qui vaut 500-600 euros. C'est un gros truc costaud, mais ils ont mis une dizaine d'années à le faire. 100% optique. Ça me paraît très 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 intéressant. T'as le nom de l'auteur ou... Non, non, mais je suis désolé, j'ai pas du tout ni le nom de l'auteur ni le. Mais si vous cherchez sur internet, vous verrez, vous le trouverez facilement, c'est sûr. C'est le seul bouquin d'optique qui est sorti les dernières années et qui est costaud et qui est fiable. Pour les gens qui regardent la vidéo, vous saurez d'après la présence ou non d'un lien en description, de savoir si j'ai réussi à trouver le bouquin entre temps ou pas. Je pense qu'on peut conclure sur cette énigme. Merci à toi, Julien. Merci à toute l'équipe qui a permis à cet épisode d'exister. Merci à la MIE qui nous accueille dans ce très beau studio. Et merci à tous les guerriers de la lumière, Jedi et MacGyver, qui ont pu nous écouter. Pour aller plus loin, je vous conseille l'excellent livre de Julien, mais aussi l'épisode de Tekos, le tout premier où j'ai reçu Alexandre Milosevic, qui est lui-même électricien, où on parle aussi de sécurité en tournage, mais de plein de questions comme ce que c'est que le statut d'intermittent. Je me permets, excuse-moi, le régime. Excuse-moi, le régime de l'intermittence. Tu as raison, tu veux bien de me reprendre. Le régime de l'intermittence, c'est préciser pourquoi il faut dire le régime dans l'autre vidéo aussi. Quelle belle transition. Et pourquoi il faut casser des miroirs et faire attention à ne pas mettre des fourchettes dans les prises. Vous verrez. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas à faire des retours, parce que je suis très curieux des retours. Et ciao. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était très cool. C'est très cool.